Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Hello les amis! C'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque lundi pour échanger des expériences, découvrir des initiatives ou enrichir nos pratiques. Rideau Rouge, c'est vraiment le podcast de l'éducation populaire qui vous donne chaque semaine des outils concrets pour mettre en œuvre le changement que vous voulez voir dans le monde, tant sur un plan personnel que collectif. En parlant d'outils, nous allons aujourd'hui en découvrir un incontournable, l'art-thérapie. Je devais être étudiant la première fois que j'en ai entendu parler et ça a tout de suite piqué ma curiosité, sans pour autant que je creuse le sujet plus que ça. Je me disais qu'un jour, peut-être, je prendrais le temps d'approfondir mes recherches. Eh bien, ce jour est arrivé, puisque je reçois à mon micro Sandrine Pacheco, praticienne en art-thérapie dynamique. Après une première vie professionnelle bien remplie, Sandrine a éprouvé le besoin de se réaliser. Et c'est en se formant à l'art-thérapie dynamique qu'elle a trouvé sa voie. Allons donc découvrir son activité. Bonjour Sandrine! Bonjour Alex. Comment tu vas? Bon, ça va plutôt bien, je te remercie. Et toi? Ouais. Je suis très content de t'accueillir sur ce podcast et de parler de ce sujet qu'est l'art-thérapie. Voilà, j'ai hâte de savoir ce qu'on va pouvoir se dire. Alors, comme tu le sais, je vais tirer une question au hasard. En ce moment, un objet qui accompagne ma vie. Depuis très longtemps, ma fleur de vie. Ok. Qui a quelle Voilà, forme? elle est ronde, la fleur de vie. C'est une géométrie sacrée. Et je la porte sous forme de pendentif. Et puis, j'en ai un petit peu partout dans la maison. D'ailleurs, je conseille voilà, d'y mettre une carafe d'eau. Voilà, ça donne de belles énergies. À l'eau en l'occurrence. Donc c'est pour ça je l'ai toujours sur moi. J'en ai une sur mon PC, voilà, j'en ai partout. Comment t'as C'est- découvert cet objet? Je me souviens plus, il y a tellement longtemps. Bon, certainement au travers de mes lectures ou d'une conférence, je sais plus, mais voilà, elle m'a tout de suite appelée et puis elle fait partie de ma vie. Donc j'en ai de toutes les couleurs. J'en offre souvent aussi, voilà. Chouette. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton parcours et comment t'en es venu à l'art-thérapie? Alors, moi j'ai plutôt un parcours et des études que j'ai faites dans le milieu de la finance, du droit des sociétés et de la compta. J'ai fait mes études sur Poitiers parce que je ne suis pas de la région de Chartres où je vis. Et puis, j'ai travaillé dans diverses entreprises sur Chartres. Et puis, un tournant de ma vie, comme ça arrive souvent à beaucoup de personnes, j'ai fait des belles rencontres et je suis arrivée à regarder la vie un peu différemment. Je me suis mise à la méditation, j'ai repris le cours du développement personnel, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que en allant à des cours de peinture, quand j'accompagnais mon fils, le petit dernier, je sortais de ces cours de peinture vraiment reboostée et puis super fière de ce que je pouvais faire, alors que c'est vrai que c'était très simple, mais la prof me disait toujours, mais si, c'est ouvert à tout le monde, etc. Et donc, j'ai cherché comment je pouvais allier créativité et me mettre au service des autres. Et j'ai découvert l'art-thérapie complètement par hasard sur Internet, sur ma page Facebook. Je suis tombée sur le sommet virtuel de l'art-thérapie. C'était le premier sommet en 2020, je crois, sacrée année. Et, euh, je me suis inscrite et puis là, ça a été une évidence, quoi. Ensuite, ça a été une évidence. Donc, il a fallu que ça chemine hein, tout doucement. Et puis, j'ai fait une formation en 2022. Voilà. Puis, l'aventure a commencé comme ça. Mais voilà, ça s'est fait tout doucement. Et puis, aujourd'hui, je sais que je suis à ma place et j'ai vraiment à cœur de faire découvrir l'art-thérapie parce que c'est vraiment une méthode
génial pour accompagner les gens, en fait. Voilà mon parcours. Donc, quand tu as découvert l'art-thérapie, tu étais encore en emploi. Comment est-ce que ça s'est fait? Oui, Est-ce que du coup, tu as quitté ton emploi pour exercer cette nouvelle activité? non, j'étais toujours dans mon job, j'y suis encore. Par contre, j'ai réduit mon temps de travail parce que c'était important pour moi de consacrer du temps au cabinet parce que ça demande d'être vraiment immiscé pour créer des protocoles, pour le suivi des patients, pour préparer des salons, etc. Donc moi, j'avais besoin de ce temps. Les week-ends et le soir, ça ne suffisait plus parce que c'est ce que j'ai fait pendant ma formation, hein. Je bossais beaucoup le week-end et tous les soirs parce qu'effectivement, c'était une formation le week-end. Une fois par mois, on avait un week-end, mais entre les deux, il y avait quand même du boulot. Donc, ça demandait, voilà, ça m'a demandé un investissement personnel et financier. Bon, voilà, je savais que j'étais à ma place, donc bah, j'ai foncé. Donc, sachant quand même que après ma formation, j'avais pas du tout envie de revivre ça semaine et week-end, donc j'ai réduit mon temps de travail et j'espère à terme le réduire encore un peu pour effectivement arriver à cette activité à temps plein, quoi. Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est l'art-thérapie? Alors, pour moi, ça c'est ma définition, c'est une méthode d'accompagnement de la personne pour aller vers un mieux-être oui, vers un mieux-être ou même parfois des guérisons. Et tout ça par le biais de productions artistiques. Euh, alors, l'art-thérapie, elle prend plusieurs formes, hein. Ça peut être au travers de la danse, de la cuisine, du théâtre. Et moi, je suis plus allée vers la pratique plastique, hein, les arts plastiques. Et donc, elle se pratique à partir de 4 ans jusqu'à la fin de vie, hein. On accompagne aussi les gens en fin de vie par le biais de l'art-thérapie. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans l'art-thérapie, c'est que la verbalisation n'est pas obligatoire. Et pour certaines populations, j'avoue que c'est un biais intéressant parce que c'est pas toujours évident d'aller déposer ou de verbaliser certains mots MAUX que l'on porte. Donc, par le biais de la création artistique, bah, on peut aller déposer beaucoup de choses. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que, il y a des populations où certaines personnes, c'est impossible de verbaliser des fois des choses qui sont très douloureuses. Donc ça, je trouve ça assez, enfin, je trouve que pour l'art-thérapie, je trouve ça vraiment génial. Et puis, cette art-thérapie, évidemment, elle se pratique pas seule, quoi. C'est pas un cours de dessin, c'est pas j'achète un cahier, je remplis des mandalas. Enfin, ça c'est bien, ça apporte du bien-être, mais c'est pas, on n'est pas dans l'accompagnement, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comment dire, c'est vraiment le processus de création, le processus créateur qui est l'outil thérapeutique en fait, hein. La personne, elle est face à elle-même. Et nous, art thérapeutes, on est là pour accompagner, pour guider, parce qu'il existe aussi des protocoles particuliers au deuil, particuliers aux addictions, etc. Donc voilà, ça, c'est important aussi de le souligner. Après, quand on fait du dessin, du mandala, de la peinture, on est plus dans du bien-être. L'art thérapie, c'est pas, c'est quand même différent. Voilà. Pour la définition, j'ai peut-être oublié certaines choses, mais ça reviendra certainement au fil de notre entretien. J'ai vu sur le dossier que tu m'avais envoyé le terme art-thérapie dynamique. Quelle est la différence entre l'art-thérapie classique et l'art-thérapie dynamique? Alors, moi, j'ai donc été formée à l'art-thérapie dynamique à l'Institut Cassiopée, qui est à Chatou. C'est un centre de formation pour des métiers dans le domaine de la thérapie et du bien-être. Je ne sais pas si tu connais. Et alors, dynamique, pourquoi? Parce que l'art-thérapie conjugue à la fois la musicothérapie et la pratique plastique. Voilà. C'est un concept qui a été développé par une de mes coachs et elle l'enseigne aujourd'hui chez Cassiopée. Voilà, donc, et c'est vrai que par la musicothérapie, donc elle a deux formes, cette musicothérapie, elle peut être réceptive ou active. Donc réceptive, donc c'est plutôt de l'écoute. Et active, eh bien, on va utiliser plutôt des instruments intuitifs comme le kalimba, des choses comme ça, ou
des petits djembés pour que la personne, voilà, elle fasse elle le son, ou le son avec l'instrument, ou le son avec sa propre voix. Et c'est parfois assez surprenant parce que on a face à nous des gens qui découvrent leur voix et ça permet des fois de lâcher vraiment des choses quand on chante ou on fait des sons, voilà. Et puis par le biais aussi de la musico, quand on fait des ateliers ou quand on est en groupe, eh bien, ça crée quand même une, une ambiance et puis un esprit de groupe, notamment chez les jeunes. On peut faire des sons avec le corps, avec des objets, tu vois, donc c'est assez sympa. Et la musico, dans la description d'une séance, elle vient au début, en fait. On prépare le corps, on prépare son corps, on s'ouvre avec un travail sur la posture, sur la respiration, avec des sons, et on se prépare à la production plastique, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur la musico, enfin sur l'art-thérapie. Oui, 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 très bien. Du coup, toi, aujourd'hui, quels sont les supports, les outils que tu utilises? Tu as donc, tu me parlais des arts visuels, tu utilises aussi la musique, du coup? Voilà, j'utilise la musicothérapie. J'ai quelques instruments ici, donc le kalimba, un xylophone, un petit djembé, voilà, c'est très intuitif comme musique. Et puis aussi la réceptive avec donc l'écoute de son ou de musique avec des enchaînements. Enfin voilà, c'est, euh, voilà, c'est divers, mais c'est super important parce que euh, avec le son, avec la musique, on permet aussi de créer du mouvement dans le corps. Et l'art-thérapie, c'est quand même, comment dire, on fait travailler à la fois le corps, la tête, enfin, l'esprit, les émotions. Enfin, c'est général en fait, hein. Et c'est vrai on dit que le mouvement crée la vie, quoi. Quand il y a du mouvement, il y a forcément de la vie. Donc évidemment, on adapte euh, tous nos exercices, tous nos protocoles à la population, à la personne. On ne va pas faire des mouvements à une personne qui est alitée ou en fauteuil roulant. On ne va pas accueillir ou faire des choses de la même façon qu'un enfant de 4 ans, avec une femme de 50 ans ou avec un ado. Tout ça, c'est vraiment adapté à la personne, tout comme quand on prépare, enfin moi quand je prépare une séance, voilà, je me dis je vais faire ça, ça comme ça, et si la personne arrive et qu'elle n'a pas du tout envie et que ça lui parle pas et que, eh ben, j'adapte. Voilà, et ça c'est très important, c'est de respecter comment arrive la personne, etc. Donc voilà. Comment se déroule une séance? Est-ce que c'est de l'individuel ou du collectif? Alors, il y a deux possibilités. Donc, soit donc il y a des séances individuelles en cabinet et puis des ateliers. Donc, la séance individuelle en cabinet, on a tout d'abord l'accueil de la personne qui est adapté. Encore une fois, je répète, à la personne. On n'accueille pas un enfant de la même façon qu'on accueille un adulte. Alors, par exemple, un enfant, ce qui peut être sympa, si je peux me permettre de donner un exemple, c'est de l'accueillir, par exemple, avec une jolie carte ou un beau dessin où il y a son prénom. Si c'est pas la première séance, il y a sa petite boîte où il a laissé ses affaires, etc. Donc, il faut vraiment que chaque personne qui rentre dans le cabinet se sente unique et attendue. Ça, c'est très important. Après l'accueil, la personne vient déposer et se libérer des émotions de ce qu'elle a vécu. Donc ça, moi j'aime bien utiliser mon petit tableau de météo intérieur. Donc j'ai plein de cartes avec pour les enfants, c'est plus des smileys. Il y en a un qui pleure, il y en a un qui est en colère, il y en a un qui a mal au ventre. Enfin, voilà. Après, ça peut être des paysages, un paysage avec un beau soleil, un paysage avec un torrent, enfin des choses, ou un orage. Et les gens choisissent plusieurs cartes et ça décrit la météo intérieure de la personne. Donc, j'aime bien faire ça. Et puis, ensuite, on enchaîne des petits exercices de musicothérapie. On travaille donc la posture, la respiration, un petit ancrage avec visualisation, si ça parle évidemment.
la personne qui est au cabinet. Et puis après, donc là, quand la personne est prête à aller vers la production plastique, on va vers la production plastique qui, elle, permet de transformer puis de travailler la problématique, en fait, pour laquelle il est là. Je reste à côté de la personne. Si elle souhaite parler, on peut avoir quelques échanges pendant la production plastique, mais c'est important d'être, j'ai envie de dire, connecté à, à ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est important que la personne, elle soit avec elle et sa production. Et vraiment, ça, c'est super important. Donc après, je propose un échange oral ou pas. Euh, si la verbalisation n'est pas là, eh bien par l'écriture. L'écriture, c'est aussi un biais pour pouvoir se décharger de ce de ce que l'on porte. Et, euh, et puis donc, je demande à la personne ce qu'elle a ressenti, etc. Et j'utilise aussi en fin de séance des cartes oracles, des petits oracles que j'ai. Donc, j'en ai plusieurs. Et pour les enfants, en début de séance, j'aime bien utiliser les cartes créatives de, comment elle s'appelle, Lise Bartoli. Voilà, donc ça permet de donner un, un fil conducteur parce il y a quatre thèmes dans ces cartes à Lise. Il y a le héros, le problème du héros, l'objet magique et l'allié. Donc voilà, autour de ça, le- l'enfant, il peut venir faire part de ce qu'il a pu vivre ou ce qu'il vit, des choses comme ça. Voilà, et j'aime bien terminer par la musico-réceptive, donc un petit moment d'écoute musicale. Et puis ensuite, ce que j'appelle le au revoir, où là, on fait le lien pour la prochaine séance. Et voilà, à peu près. Et ça dure pour les adultes 1 heure et demie et les enfants 45 minutes, c'est déjà pas mal. Après, donc ça, ce sont les séances individuelles. Les séances, donc ce qu'on appelle les ateliers d'art-thérapie, là, c'est quand même un peu différent parce que déjà, il y a l'idée du groupe, hein. Moi, je fais entre 6 à ouais, 4, 6 personnes. Pour le moment, je pense que c'est déjà bien parce que c'est vrai que quand il y a une émotion à gérer, euh, faut pouvoir y répondre. Et voilà, le process là est un peu différent, hein. Évidemment, on rentre moins en profondeur, mais j'aime bien quand même que quand on aborde la création artistique, c'est qu'il y ait vraiment le silence et que chacun soit vraiment connecté à sa production. Et voilà, mais sinon, le déroulé se fait pareil, chacun se présente, on fait un peu de musico, évidemment, on prépare le corps, on fait de la respiration, de la posture, et puis on attaque après la création artistique. On échange, voilà, il y a toujours aussi le petit rituel de la carte oracle. Et voilà, donc, enfin, moi je suis toujours assez surprise des ateliers parce que il se crée aussi des espèces de connexions entre les gens. C'est assez drôle, mais c'est super chouette. Moi, j'ai toujours eu de très bons retours. Voilà comment ça peut se dérouler. Et alors, moi, j'interviens aussi en institutions comme les EHPAD ou les écoles, où voilà, je parlais tout à l'heure je t'ai parlé aussi déjà de la maison des femmes, des choses comme ça. Donc ça, c'est important aussi de se déplacer. Moi, je me déplace aussi facilement. Finalement, pour faire la thérapie, une création artistique, parfois, on n'a pas besoin de grand-chose, quoi. On peut même aller dehors faire du land art, voilà. Le tout, c'est vraiment que la personne, elle, elle, euh, elle lâche prise et puis qu'elle aille vraiment se connecter à son intériorité. Ça, c'est important parce que tant que tu lâches pas le mental, pour l'avoir vécu lors de ma première journée de formation, je me suis dit, mais je suis où là? Et c'est vrai que j'ai pas lâché le mental. Le lendemain, ça allait mieux et je l'ai vu dans mes productions. C'était assez drôle, quoi. Mais voilà. Les profils qui font appel à toi, c'est quel type? Quel genre de problématiques est-ce qu'ils ont quand ils viennent te voir? Ouais, ça peut être plein de problématiques. Ça peut être lors d'une séparation, ça peut être pour les adolescents, un problème à trouver sa place, par exemple, au sein de la classe, ou
ou des addictions aussi, hein, ça c'est possible. Et puis, pour les seniors, par exemple, en EHPAD, voilà, là, c'est plutôt moi qui vais vers eux, mais ça leur apporte déjà un peu de, comment dire, quand on arrive avec un petit peu de musique, on leur demande aussi de créer des choses, quelque chose d'un peu plus de frais et puis de joyeux, en fait, quand on arrive dans un EHPAD. Donc, il n'y a pas, voilà, c'est vraiment ouvert à tout type de problématiques ou, tu vois, et on peut même faire de l'art-thérapie pour aller encore mieux aussi, parce que souvent, c'est vrai qu'on met le point sur, on accentue sur les côtés, voilà, de problématiques, mais on peut aussi venir faire de l'art-thérapie pour se sentir mieux aussi, ouais. Est-ce que les personnes qui te sollicitent sont déjà intéressées par l'art? Est-ce qu'elles ont déjà une appétence pour l'art ou est-ce que ça peut être des profils qui n'ont jamais pratiqué, qui découvrent complètement? Alors, merci Alex pour cette question, parce que je l'ai oublié dans la définition. Euh, L'art-thérapie ne nécessite aucune connaissance artistique, mais vraiment aucune. Et ça c'est génial parce que effectivement, ça peut faire un peu peur le mot art-thérapie. Je trouve que moi, je le trouve pas hyper adapté. Ce mot art, je sais pas, il fait peur. Mais alors non, zéro aptitude ou zéro connaissance artistique. Et je dirais même que quand on arrive avec un bagage d'artistes, peintres, etc., eh ben, il y a des fois, je pense qu'on a du mal à je l'ai déjà vu, on a du mal à lâcher sa technique. Voilà. Une fois qu'on la lâche, après, c'est bon. Mais voilà. Merci pour la question parce que j'avais oublié cet élément extrêmement important dans la définition de l'art-thérapie. Avec plaisir, j'en ai plein d'autres dans le genre. Déjà, j'en ai une. C'est est-ce que, alors c'est plus pour avoir ton avis, tu vois, mais est-ce que en fonction des profils, on est plus attiré par un art que par un autre? Je vais te donner un exemple concret. Bah, moi, comme tu le sais, c'est le théâtre. Ça a toujours fait partie de ma vie. En revanche, je me suis toujours beaucoup moins senti attiré par tout ce qui était peinture, art graphique, etc. Et je sais que naturellement, je vais plutôt aller vers une forme d'expression orale, que ce soit bah, le théâtre, le chant, la musique éventuellement, plutôt que vers la peinture ou le dessin, quoi. Est-ce que en fonction des profils, comme ça, on a un art un peu de prédilection? Alors, en fonction du profil du patient ou de l'art-thérapeute? Du patient, j'entends. Ouais. Tu vois, Euh, comme si on pouvait être, tu vois, en fonction de notre personnalité, comme si c'est plutôt un art plutôt qu'un autre qui nous parle, quoi. ouais. Alors, déjà, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est bon, je vais poursuivre avec ton cas, mais si tu souhaitais un jour faire de l'art-thérapie, peut-être que tu irais plus vers un art-thérapeute spécialisé en théâtre ou en danse-mouvement, des choses comme ça. Et la deuxième chose enfin, j'imagine, hein, et la deuxième chose qui me vient, c'est, comment dire, peut-être il faut justement lâcher le mental, lâcher ce que je connais et aller vers cet inconnu, tu vois ce que je veux dire? Et là, peut-être se dire, bon, ben, je vais essayer plutôt les arts plastiques, tu vois, quelque chose comme ça. Donc déjà, je trouve que c'est déjà un premier pas vers je lâche un truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je suis très claire. Ouais, je pense que je vois, mais c'est vrai que du coup, il y a une notion aussi d'inconfort derrière. Parce que Eh ouais. derrière le fait de lâcher, il y a une petite difficulté, il y a ouais, une sortie de la zone de confort, quoi. Ouais, mais voilà, comme on vient de le souligner, zéro compétence ou zéro savoir-faire artistique en matière Oui, zéro compétence artistique, quoi. Donc, il y a aucun risque à aller vers un thérapeute plutôt qui utilise la pratique plastique. En art-thérapie, on n'est vraiment pas là pour faire du beau, on est vraiment là pour se faire du bien, tu vois. Ça, c'est hyper important. Et J'adore. c'est chouette ça, hein, j'aime bien cette expression. Et il n'y a pas il y a pas de jugement, tu vois. Moi, je vais pas dire, ah, c'est super beau le truc que tu as fait. Non, non.
C'est pas l'endroit, c'est pas l'endroit pour savoir si c'est beau, si c'est moche, si c'est de travers, etc. Euh, et, et malheureusement, avec du recul, tout petit, on est coupé de notre intuition, on est vraiment coupé de qui on est. On nous laisse pas déployer nos ailes, on a plutôt tendance à nous sabrer parce que on a dépassé, parce qu'on a coupé de travers, parce que, quoi. Enfin, tu vois, on l'a tous vécu, hein. Moi, j'ai des souvenirs de ça, de voir, je sais pas, un dessin ou une peinture ou un découpage partir au panier en boule. Et voilà. Et en art-thérapie, il y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de jugement. Il y a pas de beau. Il y a juste se faire du bien. Et Mm. même dans les retours qu'on fait aux enfants, tu vois, quand un enfant nous fait un dessin, même si on le trouve moche dans les faits, on va lui dire waouh, c'est beau. Et on va utiliser le mot de beau pour décrire ce qu'il Ouais, aura fait. Alors que peut-être on s'en fiche que ce soit beau. Peut-être il faudrait du coup lui demander comment est-ce qu'il se sent, est-ce que ça lui a fait du bien. c'est ça. C'est changer notre façon de voir les choses, notre façon de voir le monde. Et tout ça, c'est finalement, c'est la vie, quoi. La vie dans sa globalité, j'ai envie de dire, le jugement. Le jugement, c'est ce qu'il y a de plus. Enfin, je trouve que on est trop là-dedans, quoi. On est trop là-dedans. Voilà. Donc, voilà. Pas de notion de beau, hein, juste se faire du bien et lâcher ce qu'on porte, en fait. Voilà. Alors, dans une production artistique classique, on va dire, il y a une notion de rendu, une représentation, une exposition, un moment où on va livrer son travail à un public. Est-ce que c'est le cas également dans l'art-thérapie ou est-ce qu'on oublie complètement? Ah, je vois ta tête que non. Alors, Euh, alors déjà, en séance individuelle, parce que j'essaie de faire la différence, parce que voilà, en séance individuelle, je garde les productions des patients au cabinet. Bon, si on me demande si je peux l'emmener, je, je préfère pas parce que reprenons le cas de l'enfant. euh, c'est inévitable, il va rentrer, il va vouloir le montrer à papa, à maman, et là, il va y avoir ah, mais c'est beau, ah, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est bizarre ton truc, tu vois. Il va y avoir des choses comme ça. Donc, c'est important pour moi, je conserve les productions des personnes en fin de suivi, en fin d'accompagnement. Je peux les conserver. Si la personne tient vraiment à repartir avec, pourquoi pas. Et sinon, je les conserve. Voilà, donc après, en atelier, les gens repartent avec souvent, parce que c'est souvent plutôt des ateliers de découverte d'art-thérapie, donc ils sont super contents et ils partent avec. S'il y a besoin que je les conserve, je les conserve. Euh, Après, il y a aussi un autre aspect, c'est imaginons des interventions régulières dans un IME ou un EHPAD, eh bien, on peut, là, par contre, faire une petite exposition en fin d'année ou en fin de, tu vois, pour les autres résidents. Ouais, ça, c'est possible, ouais. Mais voilà, là, toujours pareil, hein, pas de jugement, pas de beau, pas de. Voilà. Mais effectivement, là, c'est possible, ouais. Est-ce qu'on peut pratiquer l'art-thérapie seul? Non. Alors, thérapie, voilà, c'est accompagné d'un art thérapeute. Ça, c'est très important parce que on peut, voilà, s'acheter. Je vois dans les librairies, il y a même le mot art thérapie sur des bouquins de mandala, etc. Bon. Voilà, faire du mandala, là, on se fait du bien, on se détend, on passe un moment, ok. Mais l'art thérapie, on va quand même en profondeur, hein, c'est vraiment une introspection. Et avec l'art thérapeute, s'il y a une émotion qui monte, c'est bien que la personne soit encadrée et ne se retrouve pas seule face à son émotion, parce que quand on dépose, la nature n'aime pas le vide, il faut remplacer par quelque chose, tu vois. Donc voilà. Donc je te dirais non, pas seul, pas là. L'art thérapie ne se pratique pas seul.
Ça m'amène à une autre question. Dans quelle posture est-ce que toi tu es quand la personne est en train de composer? Est-ce que tu es à côté? Est-ce que tu regardes? Est-ce que du coup tu fais autre chose? Comment est-ce que toi tu te situes géographiquement par rapport à elle? Je reste à côté de la personne. Et puis, je suis plutôt dans l'observation parce que c'est vraiment un tout, hein. Donc, le corps, il parle aussi. Des fois, la personne peut être bloquée, donc c'est important d'être attentif, de lui dire, est-ce que je peux vous aider ou vous souhaitez me dire quelque chose? Tu vois, non, je suis à côté, voilà. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu gardais les productions artistiques des patients. Est-ce que du coup, ça implique pour toi un temps d'analyse entre les séances? Ça veut dire, est-ce que tu reviens dessus? Est-ce que tu prends le temps de regarder ce qui a été fait pour pouvoir préparer la séance d'après? Ou est-ce que du coup, pour toi aussi, quand le patient est sorti, tu le mets de côté, tu le ranges dans un tiroir et du coup, tu coupes? Alors, pour en revenir à ça, je vais d'abord préciser quelque chose. C'est lors de la première séance, j'établis une anamnèse. Donc, en fait, on fait connaissance avec le patient. On pose des questions d'ordre personnel ou s'il y a eu des maladies. Enfin, voilà, c'est vraiment une prise de connaissance. Je termine la séance quand même par une petite production ou une visite de l'atelier, de tout ce qu'on peut faire, parce que c'est important quand même de voir, enfin, que la personne en repartant, elle sache ce qui l'attend aussi lors des prochaines séances. Et lorsque la personne, elle part, moi, j'ai des fiches de synthèse, en fait, hein. Je synthétise, justement, je te parlais tout à l'heure de comment elle s'est comportée physiquement, comment c'était, est-ce que je l'ai sentie, tu vois, en train de bouger sur sa chaise ou rêveuse, si la personne était plutôt rêveuse. Tout ça, j'ai voilà, un tableau, je répertorie toutes ces choses-là parce que déjà par rapport à la production, ça va aussi me guider pour la prochaine séance. Voilà, donc ça demande une analyse derrière. On va pas enfin, voilà, ça demande une analyse et puis c'est quelque chose qu'on ressort aussi quand la personne revient, hein, la veille ou juste avant le rendez-vous. On replonge dans chacun de nos cas, c'est important. Ouais, ça demande. C'est pas rangé et mis au placard, non. Il y a quelques semaines, je recevais sur ce même podcast Marion Le Prieur, qui est praticienne EFT et que tu connais également. Ouais. Et Marion me disait que, il lui arrivait de faire le lien avec d'autres praticiens. Donc de mettre en lien les personnes qu'elle accompagnait sur d'autres problématiques avec différents praticiens de santé. Est-ce que dans le cas de l'art-thérapie et dans ton cas notamment, tu peux être amené aussi à orienter tes patients vers d'autres formes de pratiques pour aller plus loin ou pour compléter ou... Tout à fait. Et c'est un peu ma vision de la santé aujourd'hui, hein, c'est cette vision globale. Mais effectivement, il y a des moments, enfin, moi, j'ai aussi mes limites, tu vois. Donc, c'est important de nous, thérapeutes, de nous écouter. Je trouve que c'est super important. Donc, oui, je peux facilement aller travailler ou envoyer la personne voir quelqu'un d'autre en sophro, en EFT, voilà. Oui, oui, bien sûr, ouais. Tu disais également tout à l'heure que parfois des professionnels viennent te voir, des gens qui sont artistes peintres notamment. Pour quelles problématiques est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qui les pousse à aller vers l'art-thérapie? Pour quelle problématique? Bon, ça peut être la même problématique que Monsieur Tout le Monde, en fait, hein, mais ce que je disais surtout, c'est que leur technique va les freiner dans leur production parce qu'ils vont être dans le contrôle, tu vois. Et ça, une fois qu'ils ont lâché, après, bon, c'est bon, mais voilà, après, c'est des problématiques de tout le monde, hein, que tout le monde peut avoir. Ils n'ont pas de problématiques bien particulières ou spécifiques à leur profession ou à leur passion. Mais voilà, c'est le côté technique qui peut les brider un peu, tu vois. Ce qui est troublant, c'est que du coup, à partir du moment où c'est leur métier, ça veut dire quand même qu'ils vont utiliser leurs compétences professionnelles dans un cadre qui est un cadre de thérapie pour se faire du bien, etc. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez différent de tous les autres corps de métier, quoi. Parce que je veux dire, Oui. Ouais. admettons que la banque thérapie existe, je verrais pas un banquier aller faire de la banque thérapie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, Ouais, je vois. c'est quand même assez étonnant, quoi. Oui, oui, mais, voilà, ça fonctionne très bien parce que
Mais tu vois, alors moi j'ai plus connu le cas aujourd'hui avec un, un musicien, voilà, c'est quelqu'un qui compose, etc., qui est violoniste, enfin, qui joue loin. Et il a fait un de mes ateliers l'été dernier et en musicothérapie, il a été bluffé parce que lui, il est dans le contrôle, il est dans la technique, il est avec ses élèves, c'est tac, 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 tu vois. Enfin, moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances dans tout ça, mais et en fait, en fin de séance de musico, il m'a dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien de se lâcher, quoi. Et il était super bien, quoi. Parce que je me suis dit, mais voilà. Et j'ai été obligée à un moment de lâcher parce que j'ai voulu rester. Et puis je sentais que ça lui apportait pas des émotions très, très sympathiques. Donc, il a lâché et puis il s'est senti super bien, super bien, super bien. Il a adoré en fait. Il a adoré pouvoir chanter en groupe, pouvoir respirer, enfin faire des trucs qu'on lui a jamais demandé depuis qu'il est tout petit. C'est un monsieur qui a ouais, pas loin, je sais pas, une cinquantaine d'années. Donc voilà, donc tu vois, c'est tout est possible, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il y a cette pression de jouer faux. Du coup, chez des professionnels, c'est peut-être aussi beaucoup le cas dans le théâtre, même chez des acteurs qui sont en train de se former. À partir du moment où on touche du doigt la justesse du jeu, dès qu'on nous demande de faire l'inverse, de se laisser aller, de jouer faux éventuellement, ça devient extrêmement compliqué parce que du coup, ça nous demande de lâcher le mental, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. En art-thérapie, on a un petit process qui est de faire une reproduction d'une image. Tu la mets devant toi à l'envers et donc tu la reproduis à l'envers. Euh, c'est bluffant. Franchement, quand je vois la tête des gens, chez certains, ça a suscité des émotions très fortes. Parce que quand tu retournes, tu le vois pas, hein, mais c'est quand tu retournes le dessin, tu regardes la copie et l'original et oh, tu fais waouh, c'est pas moi qui fais un truc pareil. Et tout ça parce que, pas que je me trompe, mais tu as donc deux parties du cerveau. Tu en as une qui est plus dans le contrôle et l'autre qui est plus liée à tout ce qui est, bon, je sais plus, enfin bref. Et donc, elle est obligée de lâcher. Tu n'as pas de contrôle. Et là, bah, ça va tout seul. Et c'est quelque chose qu'on fait faire aux gens, justement, qui veulent tout contrôler, aux gens qui sont speed, etc., etc., tu vois. Et quand tu parlais de ça, ça me fait penser à ce process. C'est la reproduction à l'envers. C'est bluffant et magique, ouais. Est-ce que toi, tu continues de pratiquer une activité artistique, en l'occurrence la peinture, en dehors de ton travail, du coup? J'ai plus beaucoup de temps, mais je vais plutôt, comment dire, je vais plutôt faire des créations, mais qui restent en même temps thérapeutiques, tu vois. Je vais, parce que donc quand j'accompagnais mon fils, comme j'ai expliqué au début, mon fils a ses cours de dessin, voilà, je reproduisais des petits trucs très simples, etc. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de quelque chose de figuratif. Moi, j'adore un peu les choses de mélanger les matières, de mélanger, tu vois, qui est du relief. Enfin, je suis un petit peu passée à autre chose. Et pas plus tard qu'hier soir, j'ai fait un atelier en ligne où voilà, on a travaillé plein de matières et voilà, je passerai plus de temps aujourd'hui à faire ça. C'est pas forcément quelque chose que tu vas exposer dans ton salon, hein, mais voilà, voilà, j'ai mélangé je peux regarder là à côté de moi, là, du papier, j'ai déchiré des magazines, j'ai mis des feuilles, enfin voilà. Et voilà, je passerai plus de temps à faire ça. Et ça me, et je rebondis justement sur autre chose, euh, moi, c'est ma vision des choses, hein, c'est important pour moi de thérapeute d'être aussi dans cette démarche entre guillemets thérapeutique et d'avoir un suivi. Parce que j'en parlais pas plus tard qu'hier soir avec une personne et je lui disais quand tu reçois quelqu'un dans ton cabinet,
il va te renvoyer quelque chose. Et s'il te renvoie ce quelque chose, ce miroir, c'est que bah, tu n'as pas forcément réglé le truc ou qu'il reste encore quelque chose. Donc pour moi, c'est important aujourd'hui de poursuivre, poursuivre voilà, ce chemin pour moi personnellement. Donc, ben, je vais faire des soins, parfois même ça peut être des soins de massage, mais des massages plutôt euh, énergétiques, ou bien ça va être de l'EFT, ou bien ça va être de la sophro ou de la kinésio, tu vois, des choses comme ça. Et même de l'art-thérapie. Est-ce que tu fais un lien entre art et spiritualité? Et si oui, lequel? Un lien entre l'art et spiritualité. Alors, il faut que je réfléchisse un petit peu. Alors, pas l'art, mais l'art-thérapie et spiritualité, oui, parce que l'art-thérapie, c'est ton monde intérieur, c'est toi avec toi. Donc, oui, il y a un lien important. Moi, personnellement, je me fie et j'essaye, parce que c'est pas évident, de suivre cette intuition, de suivre aussi un peu des messages qu'on peut, voilà, une idée qui arrive comme ça et tu dis, ah ouais, tiens, je vais aller la travailler un peu, voir ce que ça peut donner pour créer un process, quoi, tu vois. Et oui, donc voilà, derrière spiritualité, derrière moi, j'entends aussi intuition, tu vois, l'écoute de son enfant intérieur. Donc, art-thérapie et spiritualité, intuition, pour moi, c'est extrêmement lié. Ouais. Après, c'est pas un discours que tu peux avoir avec tout le monde. Tu peux pas parler, par exemple, d'enfant intérieur comme ça d'emblée à quelqu'un qui est pas trop sur ce chemin, tu vois, qui a pas encore cet éveil. Mais par le biais des cartes oracles, tu vois, c'est un biais. C'est un biais pour aller vers ça. C'est vrai que justement, je t'ai posé cette question parce que tu parlais tout à l'heure des cartes oracles, donc ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur la manière dont tu pouvais mêler ces deux approches. Ce qui me vient également, c'est le rapport à l'écriture. Par exemple, tu vois, on peut utiliser l'écriture de manière intuitive, sous forme de guidance. Et du coup, quand tu parlais d'art-thérapie, de lâcher le mental, c'est aussi ce qui m'est venu. C'est est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, la peinture pour obtenir une guidance, pour se connecter à ce qui est à l'intérieur de nous, à ce qui est universel en nous? Eh bien, tout à fait. Et chez Cassiopée, où donc j'ai été formée, Florence nous a initiés à une méthode très particulière qui est la méthode, c'est une technique de peinture humide sur humide de Margaret Hauschka, qui est un médecin et artiste peintre allemande, je crois. Et cette méthode, en fait, on peint sur du papier que l'on met préalablement dans l'eau. Donc, c'est pour ça, humide sur humide. Et on utilise des aquarelles végétales. Et, euh, et en fait, cette peinture, elle vit sur ta feuille, tu vois. C'est vraiment presque le reflet. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais et puis en plus, elle a créé tout un process de couleurs que nous avons suivi, un protocole couleur. On démarre par le bleu, le jaune, etc. Et chaque couleur, c'est très important, on n'en avait pas encore parlé, mais chaque couleur a son action thérapeutique, en fait. Et du coup, effectivement, quand on va aller peindre, utiliser, par exemple, si on commence par le bleu, lui, le bleu, c'est plutôt la couleur de l'intériorité, tu vois, c'est le je pense. Euh, et l'action, par exemple, on peut travailler avec du bleu pour, comment on appelle ça, en cas d'inflammation, tu vois, ou une inflammation liée au poumon, etc. Donc, chaque couleur, vraiment, on a elle a des actions thérapeutiques bien particulières. Donc, quand tu es face à ta feuille avec cette peinture végétale et cette feuille humide, eh bien, tu viens déposer ta couleur et il se passe des choses. Tu vois, il se passe des choses, il peut y avoir des formes qui peuvent apparaître, que tu peux aller accentuer, ou tu vois,
et c'est vrai que j'ai presque envie de dire que cette méthode, elle est dynamique aussi quelque part, puisqu'elle vit, tu vois, aussi. Et, c'est très particulier. Moi, j'ai été formée à cette méthode-là et je la pratique en cabinet. Parce que même en atelier, l'autre jour, il s'est passé des choses, ouais, sur ces productions-là. On avait utilisé le bleu. En atelier, on peut pas faire un process complet, c'est pas possible. Souvent, je fais le bleu, ouais. Mm. Et il s'était passé des choses, ouais, sur les productions. Chouette. On arrive à la fin de cet entretien, Sandrine. Il me Déjà? reste une question à te poser. Oui. Et si tu es une habituée du podcast, je pense que tu la connais. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais? Par quoi je commencerais? Je commencerais par. On en a un petit peu abordé, mais je commencerai par changer ce qu'on amène à nos enfants. Donc déjà par le biais de l'école, malheureusement, parce que moi, c'est ce que je ressens, hein, c'est moi, hein. C'est vraiment un système, je pense, qui est complètement révolu et obsolète. On peut plus demander aux enfants d'être, comment dire, en fait, on nous coupe de qui on est, on nous coupe vers où on veut aller. Et nombreux d'entre nous avons fait ce que papa et maman a voulu, avons fait ce que nos profs font, tu vois. Et tout ce système éducatif, il nous coupe de tout ça, il nous coupe de la nature, il nous coupe de nos ressentis, de nos émotions. On sait plus, on fait plus la différence. On a une émotion, mais arrête de pleurer. Enfin, tu vois, un petit garçon, ça pleure pas. Enfin, tout ça, il faut plus entendre tout ça. C'est terminé. Et franchement, là, si j'avais une baguette magique, euh, je changerais ça. Je changerais la façon de voir des parents, beaucoup de parents, de l'éducation nationale. Ouais, franchement, je le ferais parce que c'est nos enfants, l'avenir, c'est les enfants. Donc, pour changer et pour suivre le changement de ce monde, je pense que déjà, ça serait chouette de les reconnecter à qui ils sont, de les reconnecter à la nature, toutes ces choses simples, toutes simples. Voilà. Merci, Je sais Sandrine. pas si j'ai répondu, mais vraiment, ce serait un de mes souhaits les plus chers. Ouais. C'est parfait. Merci, Sandrine. Voilà. Voilà encore un bel entretien. J'espère que les éléments fournis par Sandrine vous auront donné quelques pistes de compréhension sur ce qu'est l'art-thérapie. Pour ma part, en tout cas, voici ce que j'en retiens. Tout d'abord, que l'art-thérapie est une pratique d'accompagnement vers la guérison et le mieux-être. Dans cette approche, c'est le processus de création lui-même qui est l'outil thérapeutique. Sandrine me disait à l'issue de notre échange que l'art-thérapie peut également être utilisée sous forme de soins de support pour apporter une meilleure qualité de vie aux patients, en complément de leur traitement. L'art-thérapeute est alors vraiment partie prenante dans le suivi du protocole médical avec l'équipe de soignants. Ensuite, que l'art-thérapie ne nécessite aucune connaissance artistique et n'a aucune dimension esthétique. Ce n'est en aucun cas un cours de dessin. Pratiquer l'art-thérapie implique au contraire de lâcher le mental, de ne pas être dans le jugement et de ne pas attendre de rendu. Enfin, que l'art-thérapie nous invite à nous reconnecter à ce qui est à l'intérieur de nous, à ce qu'il y a d'universel en nous. C'est une pratique qui permet de prendre un moment pour soi et d'être dans une réelle introspection, que ce soit pour améliorer la confiance que l'on se porte ou pour diminuer un stress ou une anxiété. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Sandrine, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.